Escale à Téhéran pour le président Pompidou qui a quitté la Chine ce matin. Le chef de l'État, satisfait du communiqué commun publié à Pékin, a eu un entretien avec le Shah d'Iran. Atmosphère tendue à Arc-et-Senans pour la 8e séance de négociation sur l'affaire LIP. Monsieur Giraud et les syndicats continuent de buter sur le problème des licenciements. Suspense électoral en Suède. Selon le dernier comptage des bulletins de vote, les socialistes et la coalition de la droite et du centre ont exactement autant de députés. Mesures draconiennes pour réglementer le rejet des produits toxiques en mer. C'est l'objectif de 15 pays européens qui ont ouvert ce matin à Paris une conférence contre la pollution. Concorde sur la trace des pionniers de l'aviation. Le supersonique entreprend demain une tournée de 24 000 km en 10 jours aux Amériques du Sud et du Nord. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Vous venez d'avoir en moins d'une minute un aperçu des informations de la journée. Désormais, toutes les éditions de 24 heures sur la une commenceront de cette façon avec des titres en images et en illustrations sonores. C'est un des aspects du nouveau style que nous allons donner aux journaux que vous avez l'habitude de suivre. Mais rassurez-vous, il ne s'agit pas de tout bouleverser, mais de donner progressivement plus de rythme à l'exposé des nouvelles, en évitant, dans la mesure du possible, bien entendu, des enchaînements inutiles et en accordant plus que jamais la priorité à l'image. Alors, en téléspectateur averti que vous êtes maintenant, eh bien, je vous invite tout simplement à feuilleter avec nous les pages de la présente édition. Il est facile d'imaginer la teneur de l'entretien que le président Pompidou et le Shah d'Iran ont eu cet après-midi au palais impérial à Téhéran. Les autorités iraniennes attendent de la France qu'elle accentue son aide économique et commerciale, en particulier dans le domaine de l'équipement industriel. Deux exemples concrets, le métro et le nouvel aéroport de Téhéran, pour la construction desquels plusieurs entreprises françaises ont passé avec l'Iran des contrats d'études. C'est un peu avant 4 heures cet après-midi que M. Pompidou, venant de Shanghai, est arrivé à Téhéran. Il faisait presque nuit, car s'il était 16 h à Paris, il était déjà 19 h à Téhéran lorsque le président Pompidou est arrivé à l'aéroport de Mehrabad. Le chef de l'État a été accueilli à sa descente d'avion par le ministre de la Cour, M. Hallam, ainsi que par le grand maître des cérémonies du palais et le général commandant la garde impériale. Des personnalités françaises aussi, M. Souza, l'ambassadeur français, et M. Charbonnel, ministre du Développement industriel et scientifique, de passage à Téhéran. Le chef de l'État s'est entretenu quelques instants avec l'ambassadeur de Chine qui était venu le saluer, et après la cérémonie des hymnes nationaux, M. Pompidou s'est dirigé vers les membres de la colonie française pour distribuer quelques poignées de main. Ce n'est que vers 20 h que le chef de l'État s'est rendu au palais de Saadabad, où il devait avoir un entretien avec le Shah d'Iran. Auparavant, le président Pompidou avait confié ses impressions sur cette visite à Téhéran. Écoutez ce qu'il a dit. Je suis extrêmement content de pouvoir faire cette visite à Téhéran, trop courte bien sûr, trop courte, mais qui va être bien remplie puisque j'aurai quand même la possibilité d'avoir un entretien avec Sa Majesté dont j'espère qu'il nous permettra, et j'en suis sûr d'avance d'ailleurs, de faire le tour de la politique mondiale, d'échanger nos idées, de parler aussi de la politique entre la France et l'Iran, c'est-à-dire de l'amitié entre la France et l'Iran, car il n'y a jamais eu que de l'amitié entre nos deux pays. Quelques heures encore et le président Pompidou s'envolera pour Téhéran et Paris. Du haut de la terrasse d'un gratte-ciel, dernier regard sur Shanghai, la ville qui lui a réservé l'accueil le plus enthousiaste de son voyage. Guide inlassable, le Premier ministre M. Chou En-lai et le vice-président Wang Won-wen commentent, expliquent. Oui, dans le fond. D'une centrale. Oui, ça fera Sous leurs yeux, le plus grand port de la Chine, près de 12 millions d'habitants. Une ville industrielle, jeune, active, la seule en Chine où se posent déjà des problèmes de pollution. Le palais des expositions de Shanghai hier soir. Ici, c'est le comité révolutionnaire de la municipalité qui reçoit. Un banquet de 1000 couverts, une table officielle fastueuse,
De toute évidence, Shanghai veut éclipser Pékin. Le président Pompidou prononce sa dernière allocution en terre chinoise. Ces liens franco-chinois, déclare le président, il nous faut à présent les consolider et les multiplier. Il ne tient qu'à nous de faire en sorte que l'entreprise soit un succès éclatant. C'est ce que souhaitent nos deux nations, tant apparaît évidente la convergence de nos aspirations. Eh bien, c'est déjà tout l'esprit du communiqué publié aujourd'hui. Depuis 1964, nous étions de bons amis. Eh bien, après cette visite historique, nous serons de meilleurs amis. Nous serons plus attentifs l'un à l'autre, plus soucieux de partager nos réactions réciproques. Nous chercherons à mieux nous connaître en multipliant nos échanges dans tous les domaines. Bien sûr, nous vivons sous des régimes sociaux différents. Nos amitiés, nos alliances ne coïncident pas toujours, mais les principes qui nous rapprochent, égalité de tous les États, respect de leur souveraineté, non-intervention dans les affaires d'autrui et sauvegarde de l'indépendance nationale, tout cela est plus important que ce qui nous sépare. Voilà, tels sont les principaux thèmes du communiqué commun, le premier document diplomatique signé entre la Chine et la France. Il ne cherche pas d'ailleurs à esquiver les différences d'appréciation entre Paris et Pékin. Ainsi, à propos du Cambodge, nous souhaitons que le problème cambodgien soit réglé par les intéressés eux-mêmes, sans ingérence étrangère. Au contraire, les Chinois affirment que le gouvernement du prince Sihanouk est le seul gouvernement légal, légitime, du Cambodge. Nuance également sur l'Europe. Les Chinois insistent sur la défense autonome de l'Europe. Ils nous disent « méfiez-vous de la détente. C'est un leurre, c'est un piège tendu par les superpuissances. » Nous répondons, nous sommes fidèles à nos alliances et nous poursuivons notre politique de détente. Dans le domaine bilatéral, l'avenir est riche en promesses à condition d'être réaliste. En effet, le commerce chinois est encore faible et la concurrence est rude. Mais les hommes d'affaires rencontrés à Pékin ont bon espoir. Les négociations, notamment dans le domaine de la pétrochimie et de l'aéronautique, sont bien avancées. Reste dans les mémoires le prodigieux accueil populaire que la Chine a réservé au président Pompidou. Sous le soleil de Pékin, dans le froid à Tatung, sous la pluie à Hangzhou et à Shanghai, pendant 7 jours, le président de la République a pu croire qu'il vivait une sorte de conte de fées. Jamais, en sol étranger, il n'a été autant ovationné par des foules aussi nombreuses. Et au sommet, l'accueil politique n'a pas été moins chaleureux. Ses hôtes ont multiplié les égards et les entorses au protocole. Le président Mao, vous en souvenez, l'a reçu au lendemain de son arrivée. La Chine d'aujourd'hui, avec Zhou Enlai, la Chine de demain, celle de la nouvelle génération avec le numéro 3 du régime, M. Wang Wengwen, l'ont accompagné presque partout dans son périple. C'était une manière de dire à leur invité, les rivalités, les affrontements de la révolution culturelle sont maintenant terminés. La Chine entre dans une période de stabilité. Elle est prête à s'ouvrir davantage au monde extérieur, à faire sentir son poids politique. C'est le moment de faire route ensemble. Ce soir, une chose est sûre, entre la France et la Chine, ce n'est qu'un au revoir. Ici Pékin, à vous Paris. Le président Pompidou, qui est actuellement à Téhéran, regagnera Paris demain matin. Ce devait être la réunion de la dernière chance dans l'affaire LIP à Arc-et-Senans. Ce qui s'est passé tout au long de l'après-midi dans la salle des négociations ne va guère dans le sens d'une conciliation. Le face-à-face entre l'industriel M. Giraud et les dirigeants syndicaux a été émaillé d'incidents révélateurs d'un climat de tension. Néanmoins, ce n'est pas la rupture, puisque les deux parties ont décidé de se retrouver vendredi après-midi. En direct, notre envoyé spécial François Gault. À Arc-et-Senans, on s'attendait au pire, on s'attendait à une rupture. Eh bien, sur le difficile problème de l'emploi, des licenciements, il y aura peut-être un compromis, je dis bien peut-être, au bout de la négociation. Cet après-midi, tout le monde, c'est-à-dire M. Giraud, le médiateur, et tous les syndicats, tout le monde s'est efforcé de s'approcher de la solution. Le cœur de la négociation qui s'est déroulée aujourd'hui. L'ancienne société LIP employait 1300 salariés. Toutefois, comme on a enregistré depuis le début du conflit un certain nombre de départs volontaires, cet effectif atteint aujourd'hui 1287. Au départ, la nouvelle société LIP va réembaucher 953 salariés.
Mais 334 ne retrouveront pas d'emploi à l'intérieur de chez LIP. En fait, il faut corriger ce chiffre car 54 salariés âgés de plus de 60 ans pourraient bénéficier de la pré-retraite. 334 moins 50, calculez bien, il reste 280. C'est ce chiffre de 280 que les négociateurs ont tenté d'abaisser, de réduire, de comprimer tout au long de l'après-midi. Pour cela, des propositions ont été avancées, comme l'abaissement à 40 heures de la semaine de travail, comme l'abaissement à 58 ans du seuil d'admission à la pré-retraite, toutes mesures qui permettraient de réengager davantage de salariés dans le nouveau groupe LIP. Par ailleurs, dans les milieux autorisés, on précise que 245 emplois seraient offerts dans les entreprises locales et que 35 personnes pourraient bénéficier, tout cela immédiatement, de stages de reconversion professionnelle. Toujours de même source, on estime que de cette façon, le problème de reclassement du personnel ne rencontrerait plus d'obstacles. Le médiateur et les syndicats vont à présent examiner les dossiers dans le détail et presque cas par cas avant de se rencontrer à nouveau vendredi. Une chose est certaine, ce soir, la rupture tant redoutée a été évitée. Sécurité routière, M. Pierre Messmer a fait aujourd'hui un premier bilan. Pour juillet et août, il y a eu 2790 tués sur les routes, soit 307 de moins que l'an dernier. C'est le chiffre le plus faible enregistré depuis 1967. Pas question, a dit le Premier ministre, de modifier pour l'instant les règles de juillet. On fera le point en décembre. Quant à M. Poniatowski, le ministre de la Santé, il a annoncé aux 14e assises sur les accidents une loi sur les services d'assistance médicale d'urgence. Mont-de-Marsan, après la victoire du socialiste Roger Durour aux législatives partielles dans la première circonscription des Landes, réaction de l'UDR et du Parti socialiste. Pour M. Perfit, je le cite, il n'y avait pas grand risque pour l'opposition à se comporter de façon exclusivement négative dans le cadre d'une élection isolée ne pouvant pas remettre en cause la politique nationale. Pour M. Georges Sarr, je le cite également, le succès de notre camarade traduit de façon spectaculaire l'influence grandissante du Parti socialiste. UJP, le président des jeunes gaullistes, met en garde l'UDR contre son immobilisme. Il ne faut pas, dit-il, qu'elle n'apporte son soutien qu'à ce qui se fait. Elle doit aussi être une force de proposition et de progrès. L'Union des jeunes pour le progrès va pour sa part changer de méthode et lancer des opérations d'explication dans les lieux publics. Pour soutenir cette action, création d'un mensuel en octobre, tribune gaulliste. 60 candidats porteront les couleurs de l'UJP au cantonal. Fonction publique. M. Dijoux, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, a rencontré cet après-midi les organisations syndicales de fonctionnaires qui ont signé l'accord salarial dans la fonction publique en 1973. Au cours de cette réunion, la situation des rémunérations en fonction de l'évolution des prix et des dispositions de l'accord a été examinée. Les organisations syndicales se sont déclarées préoccupées. Le secrétaire d'État s'est engagé à en faire part au Premier ministre. Cette brochure de 50 pages révèle que dans leur ensemble, les Français sont très sages, très prudents quand on leur pose des questions sur les problèmes de l'enseignement. À la demande du ministère de l'Éducation nationale, plus de 7000 personnes, parents, élèves, professeurs, employeurs, ont été consultés au cours du mois de juillet dernier. Le plus souvent, ils se sont déclarés attachés à l'école traditionnelle et soucieux de voir s'opérer une réforme progressive et lente. Avec Dominique Lory, nous avons reçu en direct à 13h le ministre, M. Fontanet, qui a livré ses premiers commentaires sur les résultats de cette enquête. M. Fontanet a précisé qu'une vaste consultation nationale allait être maintenant organisée à la lumière des premières réponses enregistrées. La majorité des parents souligne que l'enseignement actuel est mal adapté au monde moderne. Pourtant, 46% disent qu'il faut être prudent pour la réforme de l'enseignement, tandis que 26% réclament plus d'audace. Deux points contribuent à créer une certaine insécurité chez les élèves de l'enseignement secondaire. La peur du redoublement, le fait que l'école ne prépare pas suffisamment à la vie professionnelle. « 53% des professeurs estiment que chez la majorité des élèves, le contenu de l'enseignement suscite de l'ennui. Pour 8 employeurs sur 10, l'enseignement en France tel qu'il est actuellement conçu ne prépare pas les jeunes à un métier. En revanche, ils estiment qu'il donne aux jeunes une bonne culture générale. Pour la majorité des enseignants, la meilleure formule consisterait à transformer les examens, exemple baccalauréat,
ont un contrôle continu des connaissances. 52% des professeurs sont pour cette transformation, ainsi que près des 2/3 des instituteurs. 55% des élèves du premier cycle, plus des 3/4 du second, réclament la transformation du baccalauréat et son remplacement par un contrôle continu des connaissances. Ce qui apparaît à travers le sondage concernant les élèves, mais aussi à travers le sondage concernant les parents et les enseignants, c'est qu'il y a une tendance de plus en plus grande à critiquer la formule tout ou rien du baccalauréat. Autrement dit, on trouve aléatoire et peut-être à la limite inéquitable de sanctionner une scolarité qui porte sur de longues années par une épreuve qui est ramassée sur quelques jours et qui ne se prête pas facilement à une prise en considération d'un effort continu. Oui, mais ils ajoutent qu'ils sont pour le contrôle continu. Donc il y a une orientation, en effet, en faveur du maintien d'un contrôle des connaissances. Je crois qu'à cet égard, on peut constater le bon sens des jeunes, mais ils souhaitent une évolution de la formule. Alors, je vous repose une question que vous estimez indiscrète. Ce bac va-t-il être supprimé? La question n'est pas indiscrète, mais elle est prématurée. Les élections en Suède, c'est toujours le suspense. Il ne reste que quelques milliers de bulletins à dépouiller et le groupe socialiste communiste obtient le même nombre de sièges que les partis conservateurs. Si la situation n'évolue pas, la nouvelle Chambre sera ingouvernable. La Constitution prévoit en effet que c'est par tirage au sort que les désaccords entre les deux groupes devront être tranchés. Il est cependant probable que même en cas de stricte égalité des scores, les sociaux-démocrates au pouvoir depuis 41 ans formeront le nouveau gouvernement. Irlande du Sud, c'est la première fois depuis son indépendance il y a 42 ans que l'Irlande reçoit la visite officielle d'un chef d'État britannique. En effet, M. Heath est arrivé ce matin à Dublin, accueilli par M. Cosgrave, son homologue irlandais. Les deux hommes se sont entretenus de la situation en Irlande du Nord. M. Heath doit regagner Londres dans la soirée. L'arrivée du Premier ministre britannique a été marquée par de nombreux attentats, tant à Dublin qu'à Londres. Coup d'État chilien, accueilli par des milliers de sympathisants, la veuve du président Allende est arrivée hier soir à Mexico. Madame Bussi Allende a déclaré que son mari s'était sacrifié pour éviter une guerre civile. Elle a lancé un appel à toutes les nations du monde afin qu'elles unissent leurs voix pour mettre fin au massacre. En France, à l'appel de la CGT, de la CFDT, de la Fédération de l'éducation nationale, un arrêt de travail d'1 heure a été observé ce matin dans un certain nombre d'entreprises. À l'ORTF, l'intersyndicale a appelé le personnel à se joindre au mouvement. Cet arrêt de travail était destiné à protester contre le coup d'État au Chili et à exiger du gouvernement qu'il prenne position sur cet événement. Ce matin, dans le quotidien de l'UDR La Nation, M. Jacques de Montalet a fait la mise au point suivante. Il ne doit y avoir aucune équivoque, il faut condamner le putsch. On vient de recevoir le premier communiqué officiel du gouvernement chilien sur le coup d'État de mardi dernier. Selon un porte-parole de la junte militaire, ces événements ont fait 95 victimes, le 11 septembre, mardi dernier donc. 5000 personnes sont actuellement détenues. D'autre part, toujours selon le porte-parole de la junte militaire, aucun prisonnier politique n'a été exécuté. Ce ne sont pas les exemples qui manquent de la pollution des mers et de ses conséquences sur la consommation. Vous avez entendu certainement parler cet été d'une alerte aux moules toxiques sur une partie des côtes de la Manche. Vous savez peut-être aussi que le thon se vend de plus en plus difficilement car on le soupçonne d'avaler du mercure et le fait est que chaque année 200 tonnes de mercure sont rejetées à la mer. Cette situation devenant intolérable, les membres de la conférence internationale contre la pollution des mers ont décidé d'employer les grands moyens. À cette conférence qui s'est ouverte aujourd'hui à Paris, les premiers orateurs ont annoncé une réglementation impitoyable pour le rejet des éléments toxiques. Dans 15 ans, si rien n'est fait pour stopper la pollution, les mers et les océans mourront. Devant cette menace, 15 pays européens réunis à Paris vont tenter de mettre sur pied une véritable réglementation, en particulier afin de limiter les rejets nocifs des fleuves et des complexes industriels côtiers. On peut le dire depuis 3 ou 4 années, l'effort international de lutte contre la pollution des mers a pris une dimension tout à fait nouvelle et justifiée d'ailleurs par les inquiétudes que cette pollution nous cause. Il s'agit d'éliminer la pollution tellurique, c'est-à-dire celle qui vient de la terre,
jusqu'à la mer et qui comprend beaucoup de choses, des hydrocarbures, jusqu'à toute la pollution venant des villes et qui se déverse dans les océans. Deux exemples. La Seine, chaque jour, rejette une quantité de pollution équivalente à celle déversée par une ville de 9 millions d'habitants. Et le Rhône, à lui seul, charrie quotidiennement 20 tonnes d'hydrocarbures à la mer. Au terme de cette conférence qui s'achèvera le 21 septembre, on s'attend notamment à la publication d'une liste de produits nocifs dont le rejet sera formellement interdit dans les pays signataires de l'accord. Et selon les experts, cela marquerait une nouvelle étape importante dans l'élaboration d'une législation internationale pour la protection des mers et des océans. C'est demain que Concorde s'envole pour Caracas, première escale d'une tournée qui le conduira successivement à Dallas et Washington. Avant leur départ, quelques précisions sur le vol données par les pilotes, l'hôtesse de l'air et le directeur des ventes de l'appareil. Est-ce que pour un vol comme celui-ci, où on vous voit ici au bureau des plans de vol, est-ce que le plan de vol de Concorde est différent de celui des autres appareils? Ah non, il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Il n'est que sur un seul point, le niveau de croisière, où nous demandons des renseignements à une altitude qui est plus élevée que celle qu'utilisent les réacteurs d'aujourd'hui. Est-ce que pour vous arriver sur les différents aéroports, comme Las Palmas ou Caracas, vous avez des procédures particulières? Non, nous suivons rigoureusement les procédures des avions d'aujourd'hui. Il n'y a absolument aucune raison pour qu'on subisse des traitements particuliers. C'est un avion de transport commercial qui va partout, comme tous les autres avions du monde. Est-ce qu'il est difficile d'être hôtesse de l'air à bord du Concorde? Ce n'est pas du tout difficile, c'est exactement la même chose que d'être hôtesse de l'air sur un avion de ligne normale, courant. Simplement, il y a une grande différence d'altitude et de vitesse, puisque c'est un avion supersonique. Est-ce qu'il y a par contre une psychologie particulière du passager, qui lui vole à vitesse supersonique et le sait? Disons que d'abord, je crois qu'il y a une grande émotion à bord de cet avion. Lorsque tous les passagers arrivent pour la première fois dans cet avion, ils sont très émus. L'ambiance du vol est assez exceptionnelle parce que tous nos invités sont tout à fait réjouis et il y règne une atmosphère très gaie. Naturellement, tout le monde veille le Mach-mètre pour le passage de Mach 1, Mach 2 et tout se passe absolument bien, tout se passe très très bien. Notre objectif, c'est de démontrer que nous nous incorporons dans un aéroport ou dans les routes aériennes exactement de la même façon qu'un avion classique. Et nous ferons une escale à Las Palmas où nous ne demanderons pas du tout de priorité. Nous voulons démontrer que l'escale se passera normalement comme tout autre avion. D'ailleurs, vous avez vu, l'avion aujourd'hui, il a perdu sa peinture de prototype et de pré-série, puisque vous avez remarqué qu'il est peint aux couleurs d'Air France d'un côté, de British Airways à tribord, et que par conséquent, quand un avion a déjà ses couleurs, j'ai l'impression qu'on a déjà fait un grand pas en avant vers la voie de la commercialisation. Jamais de passagers craintifs ou anxieux? Oh non, non, non. Toujours ému, mais jamais craintif et anxieux. Ski nautique, épreuve reine cette semaine pour les Français, Sylvie Morial, championne de France plusieurs fois que l'on voit ici dans les figures, remporte le titre de championne du monde de slalom, se classe seconde du combiné, en améliorant le record d'Europe de saut avec 33,65 mètres. Tour de France automobile, les concurrents sont arrivés aujourd'hui à Lille pour la troisième étape, demain direction Albi avec une épreuve spéciale, en cours de route le Bugatti au Mans. Après l'abandon de Larousse ce matin et à l'issue de l'épreuve de Croix-en-Ternois, c'est l'Italien Sandro Munari sur Lancia Stratos qui prend le commandement de l'épreuve. Cyclisme, le Belge Patrick Sercu établit le nouveau record du monde du kilomètre départ lancé sur piste en plein air au Vigorelli de Milan en 1:02,46. Le précédent record appartenait à l'Italien Morettini qui avait réussi 1:02,6 le 26 juillet 61 sur la même piste. Les femmes, cette année, porteront en hiver les couleurs de l'automne. Grâce au salon interboutique, les détaillants ont pu compléter leur stock et choisir définitivement les modèles prêt-à-porter que vous allez découvrir très prochainement aux devantures des magasins. La mode féminine d'hiver est donc fin prête. Elle n'attend plus que les premiers frimas pour sortir dans la rue. Au salon interboutique de la Porte de Versailles, nous sommes entrés de plein pied en fin d'été dans le vif d'une réalité prochaine, la silhouette féminine de l'hiver 74. Les chaussures haussent leurs talons et diminuent leurs semelles. Les longueurs toujours flottantes se fixent quand même en général à la cheville le soir,
aux genoux dans la journée. La robe et la jupe reviennent dans la forme qu'on leur préfère, simple et nette. Le débardeur tient bon, pratique et chaud. Le pantalon est une conquête que la femme n'abandonnera pas facilement, surtout au moment où sa coupe s'adapte enfin à la structure féminine. Les blouses ont des cols noués, les vestes et les manteaux ont des ceintures nouées. Les vestes de tricot, longues et confortables, ont la cote. Les manteaux en tweed, mohair ou shetland et les imperméables sont larges et souples, avec de confortables cols de fourrure où le renard est roi. La fourrure habille également et réchauffe en doublure le cuir, même s'il escaille, et le jean, toujours très demandé. Si le renard est roi le jour, le soir, c'est le boa d'autruche qui auréole les longues robes de ses plumes multicolores. Quant au serpent boa, il ne se contente pas d'offrir aux femmes ses écailles, même imitées, il les tient aussi par la taille et par le cou. Peut-être est-ce la raison pour laquelle les stylistes leur ont à nouveau donné la possibilité de se voiler la face, ou encore de rire sous cape. Puisqu'il me reste un peu de temps, je voudrais vous donner la bonne nouvelle. Je vous ai dit à 13h que les Français étaient en 2e position au championnat d'Europe de bridge, à Ostende, en Belgique. Eh bien, les voilà en tête ce soir. Ils ont ravi la première place aux Norvégiens. Quel dommage que le bridge ne soit pas une épreuve olympique. La France pourrait améliorer sa maigre moisson de médailles. Les Français, en effet, savent bien qu'une médaille est toujours bonne à prendre. Prochaines informations vers 23h25 avec Patrice Duhamel. Toute l'équipe de 24 heures sur la une vous souhaite, mesdames et messieurs, de passer une très bonne soirée.